Ok, bienvenue. Je vais continuer maintenant. Donc, je vais maintenant vous donner une petite introduction à Erlang et vous allez faire des exercices avec Erlang parce qu'un c'est un système, en fait, qui est développé et entretenu par Ericsson, une grande société suédoise. Vous avez peut-être des GSM de cette marque. Et donc, mais ils ont, pour garder une grande communauté, ils gardent ce système en accès libre, un peu comme Java, et donc on peut le charger et l'utiliser sans rien acheter. Donc je vais vous faire expliquer ça. Je vais passer au transparent. Donc je vais maintenant vous faire une introduction. Je commence par un transparent introductif, et après je vais passer sur des exposés qui viennent des sociétés qui utilisent Erlang. Donc Erlang, ça a été développé pour les télécommunications par la société Ericsson dans les années 80, en fait en 1986, et c'est à peu près le même âge, c'est même un peu plus vieux que Java. Son développement a commencé en 91, c'est donc aussi vieux que Java à peu près, et c'est un système qui est fourni. Ça s'appelle OTP, Open Telecom Platform, avec un ensemble complet de librairies qu'on peut utiliser. Et donc, il y a Ericsson qui le soutient, il y a ce qu'on appelle la Erlang Ecosystem Foundation, donc une fondation créée par des industriels pour le soutenir, et une communauté d'utilisateurs. Donc, vous pouvez aller sur www.erlang.org pour vous télécharger le dernier système. Alors, comment est-ce que ça marche? Un programme Erlang, on appelle ça un ensemble de processes, mais en fait, on peut voir ça comme des port objects. Donc, dans la terminologie Erlang, on dit process, mais ce n'est pas un process dans le système d'exploitation. C'est un process dans le sens où les processus ne partagent rien. C'est dans ce sens-là, c'est un processus. Donc, un processus, c'est exactement un port object, comme on a vu, et ça communique avec des message passing qui est asynchrone, qui est aussi FIFO. Ça veut dire que les messages arrivent dans le même ordre que le renvoi d'un même processus à un autre. First in, first out, FIFO. Et les processus sont share nothing. Ça veut dire que deux processus Erlang ne partagent rien. Ça, c'est différent des port objects. Si on envoie une référence à une donnée d'un processus Erlang à un autre, en Erlang, les données sont copiées. Il n'y a aucun partage de données entre les processus. Et ça, c'est super important. Ça donne un petit overhead, peut-être, dans l'envoi. Même, c'est optimisé. Quand ça tourne sur un seul ordinateur, le système optimise ça. Mais sémantiquement, il n'y a aucun partage. Et c'est très important quand on fait des applications robustes. Parce que s'il y a un processus qui se plante, ça n'influence pas les autres, qui peuvent donc récupérer et retourner la situation. Il y a une autre différence, c'est que les processus, ils ont ce qu'on appelle un mailbox, une boîte à lettres, quand les messages arrivent, et on peut les accéder par pattern matching. Un peu comme un case dans un port object, mais la différence, c'est qu'on peut les recevoir out of order. Ça veut dire que si on reçoit deux messages dans un autre, et si on prend un pattern, on peut prendre le deuxième avant le premier. Donc on peut le recevoir dans un autre envoi, un autre ordre par rapport à l'envoi, si le pattern matching les sélectionne comme ça. C'est le pattern matching qui les sélectionne. Donc ça, c'est l'idée de base. Ça ressemble donc très fort à des port objects, pattern matching. La seule grande différence, c'est le out of order, la réception qui peut les prendre dans un autre ordre. Enfin, petite indication sur l'utilisation de Erlang, des systèmes qui sont fiables, reliable, à longue vie et distribués. On dit aussi systèmes répartis. Ce sont des systèmes qui tournent sur plusieurs nœuds, plusieurs ordinateurs qui communiquent entre eux. Erlang a une philosophie qui s'appelle Let it crash, laisse les choses se planter,
si un processus se plante, le programmeur Erlang ne va pas faire trop d'efforts pour éviter ça. Non. Le processus, ça va toujours se planter. On ne peut pas garantir qu'un processus devienne 100% fiable. En Erlang, la responsabilité est ailleurs. Si un processus se plante, ça sera détecté par un autre et c'est l'autre qui va faire la réparation. Donc, ce n'est pas le processus qui plante qui doit être super blindé pour ne jamais planter. Non. On le laisse se planter et ce sont les autres qui récupèrent. Et en fait, c'est une philosophie qui marche très bien. Il y a quelques concepts à la base que nous allons voir la semaine prochaine principalement. Il y a ce qu'on appelle failure linking and supervisor trees. Ce sont des concepts originaux Erlang qui permettent de gérer les pannes et de faire des systèmes extrêmement fiables. Et c'est très très différent par rapport à Java. En Java, un programme, c'est un monolithe. Ça exécute dans un processus du système d'exploitation. Et quand il y a une partie qui se plante, c'est tout le programme qui se plante. En Erlang, les programmes ne sont pas monolithes, mais sont un ensemble de tout petits processus qui sont connectés. Et si un processus se plante, les autres continuent à s'exécuter. Donc Erlang a vraiment poussé la philosophie multi-agent très loin dans les systèmes fiables. Et un des exemples célèbres de ça, c'est un produit Ericsson qui s'appelle des AXD301 ATM Switch. Donc un ATM Switch, c'est un système de communication, une sorte de routeur dans les télécommunications. Ce n'est pas le même protocole qu'on utilise sur Internet, TCP/IP, qui est best effort, mais les ATM font des connexions virtuelles. La différence, c'est que la connexion garantit une bande passante et c'est super important pour des applications télécom. Donc la base, quand je téléphone à quelqu'un, je parle à quelqu'un par le téléphone, je dois avoir une bande passante garantie. Il faut ça. Et donc c'est basé sur la notion de connexion. Et le protocole ATM permet de faire ça. Et le ATM Switch, c'est un très grand appareil qui permet de gérer des milliers et des milliers de connexions en temps réel. Ce système a 1,7 million de lignes de code Erlang, c'est donc énorme, plus 1 million de lignes de code de C aussi, pour les pilotes de base. Et dans les documentations Erlang, et ce qu'ils disent, c'est que la disponibilité, donc availability, ça veut dire que c'est le pourcentage de chance que quand on accède au système, qu'il est en état de marche à un moment au hasard, choisi au hasard. Chez la AXD301, c'est soi-disant 99,999999% disponibilité, availability. Je ne sais pas si c'est très réaliste. Ça veut dire que sur une année, il y a 30 millisecondes de temps où le système n'est pas disponible. C'est extrêmement robuste, extrêmement disponible. De toute façon, c'est un système qui est un des systèmes les plus robustes qu'on ait jamais construit. Et ça marche très très bien. Donc vous voyez que Erlang, il y a quand même quelque chose qui marche si on peut faire des systèmes aussi fiables que ça. Je pense que c'est difficile de faire ça dans un autre langage. Je vais passer un instant au chat et après je vais vous montrer des slides sur Erlang. Et on va regarder un peu. Question. On ne va pas voir de diagramme d'état au cours. Non, pas dans ce cours-ci. Avant, donc ça c'est une question sur le diagramme d'état dans le grand système multi-agent. Non, parce que ça c'est pour le nouveau cours 11.31. Moi j'ai pensé que c'est plus important pour le nouveau cours 11.04 avec les port objects de voir comment c'est utilisé de façon industrielle. Et je pense que c'était plus important pour vous d'apprendre ça. Donc, le résultat, c'est qu'on ne va pas voir les diagrammes d'état dans ce cours-ci, mais on les verra dans la cours qui est la suite, c'est le 11.31. OK. Je vais maintenant vous donner une petite introduction à Erlang.
Ah, deuxième question, pardon. Le TP qu'on a eu dessus est-il matière d'examen? En principe, tout ce qu'on a vu dans le TP, c'est matière possible d'examen, mais on ne va pas, s'il n'y a pas eu de cours, le TP, parfois, va un peu plus loin que le cours, ça fait matière d'examen, mais comme on n'a pas vu la théorie derrière le diagramme d'état, hein, je ne vais pas demander plus que ce qui a été vu dans les TP. Donc, c'est vrai que les TP sont parfois des explorations qui vont un peu au-delà de ce qu'on a vu. Et c'est normal, hein, ce sont des applications et parfois on introduit de nouvelles idées. Donc, ça fait partie de la matière. Mais comme on n'a pas vraiment vu la théorie, je ne vais pas vous demander plus que ce qui a été vu dans les TP là-dessus. Donc, je vais maintenant faire un petit exposé sur Erlang. Ceci est un exposé qui vient d'une société qui s'appelle Erlang Solutions, qui est une société qui fait de la consultance sur Erlang, qu'on connaît, qui a une certaine réputation dans la communauté Erlang. Et j'ai ajouté quelques mots ici et là, vous allez voir qu'on parle aussi des choses qu'on a vues dans ce cours. Donc on va donc voir une introduction à Erlang. Donc d'abord, je vais vous expliquer les concepts importants Erlang. Attention, c'est pas mes mots ici, ce sont des paroles qui viennent de cette société, qui viennent donc de la communauté Erlang. Et vous allez donc voir comment la communauté Erlang voit Erlang. Donc il n'y a pas d'affectation. Donc Erlang est un système is like unification. Ça, vous pouvez oublier. Unification, c'est un concept qui vient du langage Prolog. Je ne vais pas en parler de ça. Mais les variables sont single assignment. Donc Erlang, c'est à la base un langage fonctionnel. Il y a des case expressions avec pattern matching, un peu comme nous avons vu. Erlang est un langage fonctionnel. Ça veut dire les fonctions sont des valeurs. Donc ça, c'est comme nous avons vu dans notre cours. Il y a des function literal, ça veut dire qu'on peut avoir des identifiants directement qui contiennent des fonctions comme valeur. Il n'y a pas d'environnement global. Là, quand il utilise le mot environment, il parle des variables globales, donc des variables qui sont vues par tout le monde. Environnement global n'existe pas dans Erlang. Chaque processus Erlang est que local. Il n'y a pas d'instruction. Quand il parle d'instruction, il parle en principe d'instructions qui ont des effets de bord. En Erlang, c'est un langage fonctionnel avec des expressions qui ont une valeur. Erlang uses actors. On utilise le mot actor pour désigner une entité qui ressemble très fort à un port-object. Donc, qui contient un thread qui peut recevoir des messages et agir et envoyer des messages. Donc, actor, c'est un concept qui veut dire objet qui peut recevoir et envoyer des messages et avec un état interne. Lightweight threads that do not share storage, aucun partage. Et là, j'ai ajouté la phrase very similar to port object CNOS. Les acteurs peuvent envoyer et recevoir des messages. Et la philosophie de Erlang s'appelle Let it crash. Laisse le système se planter. Ne fais pas de soucis si un processus crash. De toute façon, on ne peut pas garantir qu'un processus individuel ne peut pas se planter. Par contre, il y a une communauté de processus indépendants. Quand un processus se plante, c'est détecté par une autre partie du système qui va réparer les choses. Et Erlang a plusieurs concepts qui sont basés là-dessus. Il y a le linking et les supervisor trees, les arbres de supervision, sont des concepts simples, mais très puissants. Et avec ça, on peut faire des systèmes extrêmement fiables. Vous voyez que Erlang est une nouvelle façon de voir des choses par rapport à la communauté
de Java qui vient de C, C++. C'est une autre manière de voir des applications. Donc, je vais voir un peu Erlang en pratique. C'est un système interactif, le système Erlang de base est extrêmement facile à aborder parce que c'est un système dynamiquement typé. Donc, il y a des types de données, il y a des entiers de taille arbitraire. Ça, c'est un peu pareil que Oz. Il y a des nombres en virgule flottante. Ça, c'est des approximations. Il y a des chaînes entourées de double guillemets. Et une chaîne, sémantiquement, c'est une liste de valeurs en ASCII ou en autre code de caractères. Ça, c'est pareil que Oz. Vous voyez, il y a une certaine historique de Erlang qui est commune avec Oz. Il y a des atomes. Vous voyez, c'est un langage donc symbolique. Ça commence par une minuscule où on le met en single quotes, en guillemets simples, et il y a des listes avec des crochets, mais avec une virgule, attention, pas comme Oz, et il y a des tuples. Attention, en Erlang, les tuples utilisent des accolades et il n'y a pas d'étiquette. Hein? C'est un nombre fixe de champs qu'on peut indexer, mais il n'y a pas d'étiquette. Souvent, on utilise le premier élément du tuple comme une sorte d'étiquette, donc pas de label. Et il y a ce qu'on appelle des binaires. Ce sont des bit vectors. Ce sont des chaînes où chaque élément est un chiffre binaire. Et c'est très important quand on va faire des protocoles sur Internet. Donc Erlang est un langage dans lequel on peut très facilement implémenter des protocoles, genre TCP, IP, UDP, autres protocoles. Hein? Et donc ça, c'est le type de données, Erlang. Vous voyez que c'est un langage symbolique qui est optimisé pour des bit vectors. Pour les opérations, il y a d'arithmétique, il y a division entière, et il n'y a pas modulo, mais il y a rem. Rem, ça veut dire remainder. C'est l'opération modulo. Il y a des comparaisons. Vous voyez que les symboles, certains symboles sont un peu curieux ici. Hein? Égal, plus petit. Et il y a plus grand égal. Et il y a égal, double point égal, backslash, slash égal. Et c'est... Pourquoi c'est comme ça? Pour des raisons hystériques. Parce que la première implémentation de Erlang a été faite en prologue. C'est très curieux. Et Erlang garde une certaine historique de ça. Hein? Il y a un autre langage qui s'appelle Elixir, qui utilise la même machine virtuelle que Erlang, mais qui a une syntaxe qui ressemble plus à Java. Donc il y a Erlang, c'est implémenté sur une machine virtuelle qui s'appelle le Beam, un peu comme Java et le JVM. Pour Erlang, c'est le Beam, et Elixir aussi. Donc Beam, c'est la machine virtuelle de Erlang, et Erlang, c'est le langage original, et Elixir est un langage qui a une syntaxe plus traditionnelle, mais tous les deux gardent la même machine virtuelle. Et donc là, je vous montre la syntaxe Erlang, mais si on vous parle de Elixir, ces deux langages sont complètement interchangeables, interopérables, et la communauté Elixir, ce sont des gens qui viennent plutôt de Java ou de C et qui ont migré vers le système multi-agent. Il y a aussi des booléens. Vous voyez, il y a and also and or else. En also, on parle de and then. En Erlang, c'est and also. Et il y a des opérations sur les bit vectors. B-not, B-and, B-or, etc. Shift left, shift right. On peut faire des calculs sur les bit vectors très intéressants pour faire des protocoles. En Erlang, il y a du pattern matching. Et on a déjà vu ça dans Oz et en Erlang. Ça sera très familier. Donc, un pattern, ça correspond à une structure de données, mais avec des identificateurs dedans. Constante, bounded, unbound variable, structure. Quand ils parlent de variables, ils veulent dire identificateur.
ou une structure comme une liste ou un tuple. Ici, par exemple, j'ai un tuple. OK stream. OK, c'est un atome. Stream, c'est un identificateur. Donc, ça sera donc une variable quand on va ouvrir un fichier ici, file open, file name write. On va renvoyer un tuple et le pattern matching va tester si le premier élément du tuple c'est OK. Ça veut dire que le fichier a été ouvert sans problème et l'accès au fichier se fait avec l'identificateur stream qui va faire référence à le fichier. Donc le pattern matching est très utilisé dans Erlang. Ce n'est pas de l'affectation, ça c'est clair, mais ça vous avez compris. Erlang is a single assignment language. Il y a des cases, ça ressemble très fort aux cases de Oz, mais avec une autre syntaxe. On a plusieurs patterns, on a des clauses et on a des séquences d'expressions. Et les patterns sont testés en commençant avec le premier. Donc, une expression sequence ici, c'est une séquence d'expressions séparées par des virgules. Donc, on peut avoir plusieurs expressions. Et la valeur. Et c'est la valeur du case. Le case est une expression. Donc, ça renvoie une valeur. Et la valeur, c'est la valeur de l'expression sequence qu'on a choisie. Et la valeur d'une expression sequence, c'est la valeur de la dernière expression dedans. Donc, c'est vraiment un langage fonctionnel, toute expression. Il y a des points-virgules, des semicolons. Ici, on doit les utiliser pour séparer les clauses et pas après la dernière clause. Donc, ce sont des séparateurs. Après, il y a les if. If, c'est très intéressant parce que ça a aussi des sortes de patterns, mais ce n'est pas exactement le même sens. Ça s'appelle un guard. Ce sont des tests gardés. Donc, un guard va donc garder ou protéger une séquence et chaque garde renvoie une valeur booléenne, vrai ou faux, et le if va choisir une garde qui envoie vrai. OK? Toute instruction doit avoir une valeur. Donc, le dernier garde peut être true. Comme ça, il sera toujours choisi si les autres sont faux. Et donc, donc ça, c'est pour le if. Les gardes ne peuvent pas avoir des effets de bord. Donc, ça veut dire en Erlang que ça n'envoie pas des messages. Ce n'est pas des fonctions user-defined. Ce sont des tests de type booléen et des opérateurs arithmétiques et des comparaisons. Donc, ce sont des opérations de base qui testent des conditions. Voici la liste complète. Valeur absolue. Si x est un nœud, ça c'est dans la programmation, processus, round, float, etc. Self, c'est une constante qui identifie le processus dans lequel on est en train d'exécuter. Il y a des trucs avec list, head, tail, etc. Donc il y a un certain nombre de fonctions qu'on peut utiliser dans les gardes. Après, il y a des listes. Les listes en Erlang ressemblent très fortement aux listes en Oz, avec une légère différence de syntaxe. Il y a des virgules entre les éléments. En Erlang, on a un nouveau concept qui s'appelle une list comprehension, une compréhension de liste. Ça, c'est quelque chose qui vient de la vraie programmation fonctionnelle pure et dure, donc des langages comme Haskell ou OCaml, des langages de programmation fonctionnelle, ils ont ce concept-là. C'est une façon de définir une liste par rapport à d'autres choses. Donc, on a une liste avec une expression telle que, après, on a des générateurs. Je vous donne des exemples. Ça, il y a des règles. Par exemple, ici, on a L égale, c'est la liste avec des éléments d fois x plus y, tels que x vient de n c'est la liste 1, 2, 3, 4, 5, y vient de n, ça,
La flèche here, ça veut dire qu'il y a un choix d'un élément et on a une condition ici. Donc en fait, ça ressemble à une expression mathématique. On a 10 fois x plus y tel que x vient de n. X est un élément de n, y est un élément de n, x est plus petit y. Donc c'est une génération et ça va générer une liste. Donc ici c'est la liste 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 34, 35, 45. Donc ça c'est quelque chose qui est très utilisé dans Erlang. Donc il y a un certain nombre d'opérations sur les listes. Head of the list, tail of the list, en Oz on va dire L.1, L.2. Length of the list, en Oz c'est length. Donc voilà, et voici des exemples. Donc on peut donc exécuter Erlang. Je vais vous rapidement faire une petite exécution de Erlang. Mais je vais d'abord passer à chat. Donc je vous donne donc une rapide introduction à Erlang. Et après on va passer au concept multi-agent. Donc vous voyez que Erlang est un langage avec une base fonctionnelle à affectation unique, pattern matching avec des listes comprehension, qui ressemble très fortement à la nébuleuse des langages symboliques et ça ressemble aussi à la partie fonctionnelle de Oz qu'on a vu. Donc Erlang est un langage vraiment dans la nébuleuse des langages fonctionnels. Donc, donne un petit exemple. Je ne vais pas beaucoup programmer Erlang, mais j'ai chargé ici Erlang. Donc, je démarre Erlang. L égale 1, 2, 3, 4, 5, par exemple. C'est la liste 1, 2, 3, 4, 5. L égale, c'est x fois y, tel que x vient de L et y vient de L. Ça, c'est un exemple simple. Et vous voyez qu'il y a plein d'éléments dedans qui sont donnés. Et on peut faire plein de choses. Je ne vais pas tout vous dire là, parce que je vais aller à la partie plus sophistiquée de Erlang. Donc, je retourne dans les transparents. Donc, il y a des fonctions sur les listes. Ici, il y a des exemples de ce qu'on peut faire dans l'interface interactive de Erlang. Donc, il y a un certain nombre d'exemples. Head, tail, length, je ne vais pas dire. Ici, on a un exemple de fonction higher order. La fonction lists $all. Ici, on a une fonction anonyme. En Oz, on fera fun, $x, etc. Mais en Erlang, il y a un syntaxe un peu différent. Donc ça, c'est le syntaxe Erlang. On a une fonction de x avec une flèche. Et après, on a une expression x remainder 2 égale 0. Donc x est avec x modulo 2 est égal à 0. Donc x est pair. Donc ça va renvoyer les éléments pairs de la liste L. Mais la fonction all est une fonction booléenne qui va renvoyer true si la fonction booléenne est vraie pour tous les éléments de L, sinon on va envoyer false. Donc ça renvoie false parce qu'il n'est pas vrai que tous les éléments de liste sont des nombres pairs. Et la fonction any va renvoyer true s'il existe au moins un élément de la liste pour lequel la fonction est vraie, et là c'est true. Il y a des list comprehensions, et là il y a un certain nombre d'exemples. Je ne vais pas aller dans tout en détail. Ici, par exemple, on a un module qui s'appelle listStuff avec une fonction fruit. Ça donne une liste de tuples avec le nom d'un fruit et sa couleur, apple, red, orange, orange. Et ici, dans la ligne 4, on va prendre la liste f telle que le tuple f underscore est un élément de liste. Le underscore, c'est un wildcard. Dans le pattern, ça peut correspondre à tout.
Donc on va prendre juste les noms des fruits. Et ici, dans le 6, on va voir tous les fruits qui sont jaunes. Hein, le color c'est yellow. Ça fait banana et pear. Alors, il a des poires jaunes apparemment. Et on continue comme ça. Donc on peut faire plein de choses. On peut faire aussi des choses imbriquées. Donc il y a des exemples de choses imbriquées. Ici, dans le dernier exemple, on voit, ici on a une liste avec des éléments qui vont de 6 à 10. Et j'ai la liste qui contient x et x fois x. Vous voyez que si x, si le nombre correspond à un caractère ASCII, et si tous les éléments d'une liste sont des caractères ASCII, la liste ça correspond à une chaîne. Donc une chaîne de caractères, un string en Erlang, c'est une liste de caractères ASCII. Donc si on a n'importe quelle liste, et ce sont des caractères, certains caractères, hein, de tabulation par exemple, hein, ou la new line, à ce moment-là, ça fait des chaînes. Donc une liste où tous les éléments sont certains caractères ASCII, ça fait une chaîne. Voilà, on peut avoir multiples générateurs. Donc c'est comme des boucles imbriquées. Ici on a 2 générateurs. Et vous voyez que ça donne le nombre d'éléments peut très vite grandir. Hein? Je continue. Il y a des fonctions avec des noms. Donc j'ai montré des fonctions anonymes. Il y a des fonctions avec des noms, mais je vous donne tout de suite un exemple de ça. Hein? Il y a des fonctions anonymes. Ça c'est avec fun. Vous voyez que les deux vont utiliser des patterns. Donc le pattern matching, c'est utilisé dans le case, dans le if et dans la définition des fonctions. Et ça s'utilise aussi dans le receive, dans la réception de messages. Donc le pattern matching est une technique très importante en Erlang. Et en Erlang, il y a de la récursion. Et là, vous allez retrouver ce que nous avons vu dans le cours. La récursion est très fortement utilisée. Donc ici, si on a un processus qui est un serveur, hein, il n'y a pas de boucle while. Ici, on reçoit un message avec receive. On reçoit quelque chose, dans cet exemple, on fait quelque chose, mais après, on a un appel récursif ici. Vous voyez que les boucles en Erlang sont représentées par la récursion terminale. The recursive call is always the last thing done. En Erlang, c'est de la récursion terminale. C'est quelque chose que nous avons vu. Oui, on a parlé de tail recursion, hein, la récursion terminale. Et voici un exemple que nous avons vu ici. Vous voyez que la communauté Erlang a une pédagogie similaire. Hein, factoriel n égale 1, ça renvoie 1. Factoriel 1 renvoie 1. Factoriel n fait n fois factoriel n moins 1. Là, on voit qu'on ne peut pas calculer factoriel 0 dans cet exemple. Et on voit qu'il y a donc l'utilisation de la pile. Et quand il n'y a pas la récursion terminale, comme ici, la pile va grandir. A recursion can use up all available memory and crash. Donc, s'il y a une récursion qui n'est pas terminale et qui utilise une liste avec beaucoup d'éléments qui va très profondément, ça peut planter. Donc, ça, c'est en Erlang, on ne va pas faire ça. Et ils ont toute une explication de tail recursion. The compiler replaces tail recursion with a loop. Mais ça, c'est à la compilation. En fait, une récursion terminale est une boucle. C'est ce que nous avons vu. Hein? Comment on fait des fonctions en récursif terminal. Il parle d'accumulateurs. Vous voyez tout ce que nous avons vu. La programmation par invariant, les accumulateurs, on le retrouve en Erlang. Donc, à l'intérieur d'un processus, les systèmes Erlang, c'est un vrai langage fonctionnel. Par contre, entre les processus, on a l'envoi des messages. Hein? Mais à l'intérieur d'un processus, c'est un vrai langage fonctionnel. Et il y a un livre gratuit qu'on peut obtenir sur Internet qui s'appelle « Learn You Some Erlang for Great Good ». Et en fait, c'est une excellente introduction
à Erlang à tous les niveaux, y compris les programmations robustes. Donc, le I/O en Erlang, il y a un certain nombre de fonctionnalités que je ne vais pas tout voir. GetLine, il y a read, ça lit un terme, il y a output, format, input from a file. Donc là, il y a la notion de stream, file, :open. Donc file, quand on a quelque chose avec un double point, en fait, à gauche, c'est le nom d'une librairie. On appelle ça un module en Erlang. En fait, c'est une librairie et c'est la fonctionnalité dans le module. Donc le module file à l'opération open. Ça renvoie un tuple et on fait du pattern matching. Le tuple qui a OK, si le tuple autre chose est renvoyé, il y a une erreur, il y a une exception. Donc Erlang a des exceptions à l'intérieur des processus, mais pas entre les processus. Donc output to file, c'est avec write, sinon c'est le même open. Voici un petit exemple. Si on a un fichier module x compile export all et ce fichier contient ça, eh bien on peut le compiler. Je vous donne un petit exemple de ça. Ça va? C'est très vite, hein? Mais en fait, comme on a vu la plupart des concepts de Erlang, on les a déjà vus. Il y a la partie fonctionnelle de Erlang ressemble très fort à ce que nous avons vu avec une syntaxe qui est un peu différente. Il y a certains concepts qui sont différents, comme le list comprehensions. Et là, c'est nouveau, mais en principe, ça correspond fortement à ce que nous avons vu. Si je regarde maintenant, donc je vais quitter Erlang. Là, je vais faire en terminal ici. Ici, j'ai un fichier qui contient module x compile export all factoriel 1 factoriel n. Si j'exécute Erlang, je peux compiler ce fichier. Comme ça, et maintenant je peux faire des calculs. Je peux faire factoriel de 30. Voilà. J'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait? Je n'utilise pas la bonne fonction. Qu'est-ce que j'ai fait comme... J'ai compilé. Ça doit marcher normalement. Ah oui, j'ai pas identifié le module, pardon. X factoriel. Voilà, on a la factorielle. Je quitte. Maintenant, voilà. Ça c'est Erlang. Et je vais maintenant continuer pour expliquer Erlang. En fait, aujourd'hui, je voudrais vous donner toute la base sur Erlang, les bases qui ne sont pas extrêmement novatrices, ce sont des choses qu'on connaît pour qu'on puisse la semaine prochaine se focaliser sur le vrai intérêt d'Erlang, c'est-à-dire les programmes robustes, les programmes multi-agents robustes. Donc voici un exemple de Erlang. Donc ça c'est dans un fichier et là on fait une interface interactive. Maintenant on va parler un petit peu des messages, des envois de messages dans Erlang. Et Erlang ils ont une certaine philosophie. Donc ils expliquent the state, l'état d'un programme et les variables qui sont globales. Et une source d'erreur dans beaucoup de programmes concurrents, c'est l'état partagé. Donc il y a des variables globales. C'est quelque chose que nous n'avons pas encore fait, mais que beaucoup de langages, ils ont des variables qui sont accessibles par plusieurs threads. Et en Erlang, il n'y a pas de variables globales. Il y a les processus qui puissent
s'envoyer des messages et que chaque processus a un état local. Donc Erlang has no global variables, so all these problems go away. Donc Erlang, il a donc une certaine philosophie de la programmation où on n'a pas d'état global. D'ailleurs, pour les grands systèmes répartis et robustes, l'état global est néfaste. Donc Erlang a développé une autre façon de faire les programmes pour qu'on n'ait pas besoin des variables globales. Donc ça, c'est un peu la philosophie. En Erlang, la concurrence est faite par envoyer des messages entre acteurs. Ils appellent ça acteurs, mais en fait, ce sont des processus légers. C'est un peu comme des port objects que nous avons vus. En Erlang, il y a une fonction qui s'appelle spawn. Spawn, c'est ce qu'on fait pour quand on veut élever des poissons. On crée un nouveau processus et un processus a une identification, un identifiant, une constante qui identifie le process ID. Le processus va exécuter une fonction de base. Donc c'est un peu comme nous port object. Ici, on aura une fonction avec 0 argument, ou on peut aussi avoir une fonction avec plusieurs arguments pour donner l'état initial ici. Une version plus générale, on peut aussi identifier le module, la librairie qui contient la fonction. Donc, le spawn, c'est donc la création de nouveaux processus concurrents. Et pour envoyer, il y a un send aussi, mais le send, c'est un point d'exclamation. Le point d'exclamation veut dire send. Donc on fait process ID, send message ou bang, on peut aussi appeler ça bang, c'est prononcé de différentes façons. Bang message, c'est envoyé de façon asynchrone, donc c'est exactement comme le send d'un port. Donc ça, il n'y a vraiment aucune différence sémantiquement. Le process ID correspond au nom du port et ça correspond exactement à un send PID message. Donc sémantiquement, c'est pareil. Et à l'autre côté, la réception se fait par l'instruction receive qui fait du pattern matching sur les différents messages qui sont envoyés. Okay. Si on veut une réponse, on envoie un message et on veut une réponse qui revient, alors on va envoyer à l'autre son propre ID. Donc on a la fonction locale self qui te donne ton propre ID. Donc si je fais PID envoi et j'envoie un tuple qui contient mon identifiant et le message, alors l'autre peut faire un send à self et un retour. Donc vous voyez que la façon de faire les retours, c'est toujours d'envoyer son propre nom dans le message et de faire un send pour revenir. OK? Donc voilà, là vous avez vu des idées de base sur Erlang. Je vais passer un petit peu au chat. Donc, je vais terminer le cours maintenant. Là, il est 4 heures. Donc, aujourd'hui, on a vu la fin pour le déterministe data flow with ports, la meilleure façon de faire des programmes concurrents. Et après, j'ai passé à la dernière partie du cours, c'est Erlang. Et Erlang correspond très fortement à la partie fonctionnelle, plus la partie message passing avec des port objects. Mais c'est très utilisé dans les grandes applications robustes. Et donc, aujourd'hui, je vais vous donner une introduction rapide à la syntaxe et au concept de base de Erlang. Et la semaine prochaine, je voudrais vous donner une introduction à la programmation robuste multi-agent avec Erlang. Et je pense que c'est une bonne façon de terminer le cours. Vous avez
tous les concepts de base. Vous avez vu le message passing, le fonctionnel, le système symbolique, single assignment. Et Erlang, c'est un langage très abordable. Il n'y a pas beaucoup de boilerplate, il n'y a pas beaucoup de blabla. Ce sont des concepts simples mais puissants. Et comme ça, je pense que ça va vous donner une très belle introduction à la programmation de grandes applications robustes sur Internet. Et pour moi, ce serait donc une belle façon de terminer le cours. Donc voici pour aujourd'hui. Donc je vais passer et répondre aux questions. Donc il y a plusieurs questions intéressantes. Il y a une question. Lorsqu'un thread est créé, est-ce que le contexte du thread créant n'est donc pas sur le stack du thread créé? Non, non, pas du tout. Si on est à l'intérieur d'un thread et on crée un autre thread, c'est détaché. C'est pas comme l'arborescence des processus en Unix. Hein. Chaque thread est indépendant une fois créé. Donc, le thread parent, à la base, n'a pas de lien avec l'autre. On peut ajouter ça. Hein, si on peut, dans notre new thread, on a créé un peu de lien, mais en fait, il n'y a pas de lien. Quand on crée un thread, sémantiquement, le nouveau thread est totalement indépendant, et c'est pareil pour un processus en Erlang. Hein, en Erlang, quand on fait un spawn, le process ID est connu par le processus qui a exécuté le spawn. Mais c'est la seule chose, c'est en fait une sorte de hasard. Les deux processus sont indépendants et le premier, celui qui a créé l'autre, connaît le process ID. Mais parce qu'il a appelé spawn. Mais il n'a pas besoin de continuer. Il peut envoyer le process ID à quelqu'un d'autre et l'oublier lui-même. Hein? Donc, mais le seul lien, c'est ça. Et donc, il n'y a pas de lien fort. Ce sont des choses indépendantes. Donc, autre question. Ne pensez-vous pas que l'absence d'objets dans le Deterministic Data Flow va faire en sorte que le paradigme ne sera jamais utilisé par la plupart des programmeurs comme JavaC? Ah, c'est une bonne question. Là, je ne vous ai pas montré des objets dans le Deterministic Data Flow, mais en fait, rien n'empêche de voir des objets. C'est complètement orthogonal. Un objet peut être fonctionnel et déclaratif. Un objet n'a pas besoin d'avoir des cellules, des attributs qu'on peut affecter à l'intérieur. Et d'ailleurs, il y a des outils Big Data, hein, ça s'appelle Fluent Interface. Les objets fonctionnels sont déjà utilisés dans certains outils Big Data, mais c'est une très bonne question, et effectivement, peut-être que je devrais mentionner ça dans le cours, hein, ça donne peut-être une fausse idée sur le Deterministic Data Flow, surtout que les objets fonctionnels, hein, on appelle ça un peu, c'est utilisé dans ce qu'on appelle le Fluent Interface, on peut les enchaîner facilement et les utiliser pour paramétriser dans le High Order. Donc, le fait d'être orienté objet et le fait d'être Deterministic Data Flow, c'est deux choses orthogonales. Rien n'empêche d'avoir des objets qui sont aussi dans le paradigme Deterministic Data Flow. Donc moi, la réponse à la question, est-ce que l'absence d'objet va gêner pour l'utiliser? Absolument pas. Je pense que ça ne va pas gêner du tout. Et d'ailleurs, les premiers signes, l'évolution des systèmes Big Data, et vous voyez ça. Si vous suivez les cours Cloud Computing, vous allez voir plusieurs de ces outils et vous allez voir que ces outils utilisent ce paradigme. Ce n'est pas le focus, le cours Cloud Computing, je pense que c'est le 2145. Ce cours ne va pas mettre l'accent sur les paradigmes, mais ça va être ce paradigme-là et vous allez le reconnaître. Ce sera du Deterministic Data Flow avec ports, mais avec une couche objet. Donc voilà la réponse à cette question-là. Je pense que je vais terminer le cours maintenant. Il est 16h06 et par contre, je resterai encore un peu pour répondre à d'autres questions. Si vous avez d'autres questions,